Alors aujourd'hui, dans Parlons-en, les soutiens de l'Ukraine en sommet à Paris. Emmanuel Macron a invité les alliés de la coalition des volontaires à la veille des festivités du 14 juillet, auxquelles ils vont d'ailleurs participer. L'Ukraine veut plus d'aide en matière de système de défense antiaérienne, alors que la Russie a intensifié ses frappes sur Kiev ces dernières semaines. Les alliés vont aussi plancher sur d'éventuelles nouvelles sanctions, nouvelles méthodes contre la Russie concernant sa flotte dite fantôme. Et c'est là-dessus que l'on va s'arrêter ce matin. On en parle souvent, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est précisément l'un des sujets, cette flotte fantôme. Permet-elle effectivement, comme le dit Vladimir Poutine, de contourner à financer son effort de guerre en vendant plus ou moins discrètement son pétrole? Flotte fantôme russe, menace fantôme, c'est Parlons-en aujourd'hui. Question posée à Elena Voloshin, Gauthier Rybinski et Paul Touré. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Et bonjour Elena Voloshin. Bonjour. Bienvenue, vous êtes ici chez vous, grand reporter à France 24, ancienne correspondante de la rédaction à Moscou, prix du livre Albert Londres 2025 pour Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine, qui est sorti aux éditions Autrement. Gauthier Rybinski est avec nous aussi. Rebonjour Gauthier. Rebonjour. Vous êtes ici chez vous également, chroniqueur international à France 24. Et avec nous à distance, Paul Touré. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de participer à cette discussion. Vous êtes directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Emmanuel Macron, donc je le disais, accueille aujourd'hui en fin de journée la réunion dite de la coalition des volontaires, les principaux soutiens de l'Ukraine, 25 chefs d'État ou de gouvernement, ainsi que des dirigeants de l'Union européenne, de l'OTAN, le président ukrainien aussi. À la veille du défilé du 14 juillet, le dernier du second quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est placé cette année sous le thème du réveil stratégique européen, au cours duquel 500 militaires issus des pays de cette coalition vont défiler. Kiev veut capitaliser sur une dynamique favorable. L'engagement américain pris la semaine dernière à Ankara, en Turquie, de livrer aux Ukrainiens la licence pour construire elle-même les missiles patriotes qu'elle n'a jamais obtenus, mais aussi la promesse européenne de 70 milliards d'euros d'aide supplémentaire. Qu'en attend-on à Kiev exactement? On va écouter sur place Gulliver Krag. Je pense que pour Volodymyr Zelensky, la priorité à court terme, c'est d'obtenir des promesses d'aide en matière de défense anti-aérien. L'Ukraine est à court de munitions pour les systèmes patriotes solaires qui sont les seuls capables de protéger les villes et les sites militaires et industriels ukrainiens contre les missiles balistiques. Je précise, les missiles de croisière, les drones peuvent être abattus par d'autres systèmes, mais contre les missiles balistiques, seuls ces patriotes semble capable de les stopper. Et alors, c'est une crise en ce moment en Ukraine à cause de cela, mais les pays membres de la coalition des volontaires n'incluent pas les pays du Golfe, qui sont probablement ceux qui ont le plus grand stock et où l'Ukraine a le plus d'espoir d'obtenir de nouvelles munitions. Mais il y a aussi bien sûr la discussion sur ces garanties sécuritaires pour l'Ukraine au sens plus large. La coalition des volontaires, à la base, c'était une coalition des pays qui se portaient volontaires pour participer à des garanties de sécurité pour l'Ukraine et notamment pour éventuellement l'envoi d'une force de rassurance, je pense que c'est le terme employé par Emmanuel Macron, dans le cas d'un cessez-le-feu. Alors, il y a l'état-major, si vous voulez, le QG de cette force qui est au Mont-Valérien, en dehors de Paris. Là, il va y avoir un transfert de la direction de cette force qui va avoir une direction en rotation. Ça va passer au Royaume-Uni. La France et le Royaume-Uni sont les deux pays initiateurs de toute cette idée, de cette force. Et ils vont dire qu'ils sont prêts à déployer, mais ils sont prêts à déployer dans le cas d'un cessez-le-feu. Et comme on sait, pour le moment, il n'y a pas de progrès sur le plan diplomatique et aucun cessez-le-feu en vue. Alors cela, aux yeux des Ukrainiens, reste très hypothétique pour le moment.
Avant d'aller plus loin sur le sujet qui nous intéresse plus spécifiquement aujourd'hui et sur lequel, Elena, vous travaillez depuis des mois, cette histoire de la flotte fantôme russe, un mot quand même du moment dans lequel intervient cette réunion à Paris, bien sûr, la veille du 14 juillet, avec la participation de certains des contingents de ses alliés au défilé. On dit du côté de l'Élysée que l'objectif de la réunion, c'est de montrer qu'il n'y a pas de lassitude des alliés de l'Ukraine et que la Russie ne peut pas miser sur la lassitude. On est sur un moment important après 4 ans et demi de guerre. Oui, on est sur un moment important parce que l'Ukraine a lancé une nouvelle offensive à grande échelle en profondeur dans le territoire russe. Il y a eu 3 morts cette nuit dans des frappes de drones dans la région de Moscou. Donc c'est vraiment des choses nouvelles. Cette guerre prend une ampleur sans précédent. On le disait déjà, la guerre à grande échelle par rapport à la guerre de 2022, contrairement à la guerre de 2014. Mais là, on est vraiment sur une guerre à très grande échelle où l'Ukraine assume désormais de frapper les capacités russes, où Volodymyr Zelensky a dit qu'il voulait forcer Vladimir Poutine à la table de négociation. Dans ce cadre, évidemment, le soutien européen est extrêmement important. On connaît la position fléchissante de Donald Trump. On sait que la France, aujourd'hui, a vraiment pris la tête du soutien à l'Ukraine parmi les pays européens. Donc là, aujourd'hui, Volodymyr Zelensky, à Paris, il est vraiment en terrain ami, il est en terrain allié. Il bénéficie d'un très fort soutien de la part des Français, de la part des Européens. Vous mentionniez tout à l'heure la nouvelle aide débloquée par l'Union européenne. Il y avait déjà adopté en avril une aide de 90 milliards d'euros. Il y a beaucoup d'argent qui est mis en place pour permettre à l'Ukraine de déployer, d'acquérir du matériel militaire, de reconstruire également. Il y a un fonds européen, enfin il y a énormément d'initiatives dans le cadre des accords bilatéraux européens et aussi dans le cadre du G7. Donc aujourd'hui, d'un côté, les Européens reprennent en main, et ils l'ont dit au moment du sommet d'Ankara, leur sécurité face encore une fois à la position complètement incertaine de Donald Trump par rapport à un éventuel engagement d'un pays de l'OTAN par la Russie et aussi dans le cadre d'une volonté de vraiment enfin mettre fin à cette guerre qui dure, vous le disiez, depuis 4 ans et demi. Gauthier, Elena a rappelé à l'instant la position fléchissante, c'est le moins que l'on puisse dire, de Donald Trump. Bon, le sommet d'Ankara, on en a parlé la semaine dernière, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça avait mal commencé, ça s'est fini avec la promesse américaine de livrer non pas les missiles Patriot, mais la licence pour que les Ukrainiens les construisent eux-mêmes. Ça ira peut-être plus vite ainsi. Il y a eu ce qui s'est passé au G7 à Évian, une dynamique plutôt positive en faveur de l'Ukraine, et la France et Emmanuel Macron veut glisser sur cette dynamique-là ? Oui, mais vous venez de signaler un élément important, c'est le temps. De la même manière que pour les missiles Patriot, si on envisage le processus comme il est décrit par les Américains, ça va mettre du temps. Et que dans ce temps-là, dans ce laps de temps, il y a une possibilité d'agir pour Moscou. Et de la même manière, si vous voulez, en Europe, la manière de fédérer les efforts, compte tenu aussi du fait qu'un certain nombre d'États ont désarmé, ça ne date pas d'aujourd'hui ni même d'hier, sont pendant des décennies, eh bien la remise en route non seulement d'une conscience du danger, mais de la nécessité de réarmer, même avec les meilleures volontés du monde, ça peut durer aussi. Et puis alors il y a un élément par rapport à ce que vous avez dit toutes les deux, et qui nous pend au nez ou qui pend au nez d'autres pays européens, c'est des changements de pouvoir radicaux, et qui là entraîneraient, parce que, disons-le clairement, l'extrême droite est assez volontiers, se laisse volontiers influencer et phagocyter par les théories russes du pouvoir. Et là, il y a un élément capital, c'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri d'un reflux total où on nous expliquera que la paix est supérieure à tout, et vous verrez donc des éléments de cette extrême droite qui seront tout à fait pacifistes tout d'un coup. Donc il y a comme ça, il y a des reconversions soudaines, mais qui signifieraient, en l'occurrence dans le cas de la guerre en Ukraine, une forme de reflux tout à fait magistral. Au menu des discussions donc d'aujourd'hui, on l'a dit, le renforcement de l'aide militaire à Kiev, mais aussi des nouvelles sanctions contre la Russie, ou en tout cas les fameuses garanties et les garanties de sécurité. On entendait à l'instant Gulliver Krag dire quand parmi les alliés il y avait débat sur la force de réassurance qui serait éventuellement envoyée en Ukraine. Mais on en vient au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, cette flotte fantôme, car il est aussi question de renforcer les sanctions européennes contre cette flotte fantôme utilisée par Moscou pour
contourner les restrictions sur ces exportations de pétrole. Alors quand on dit flotte fantôme, il y a un côté pirate des Caraïbes. On va découvrir le sujet. Je fais un signe à la régie car j'ai changé d'avis. On va bien jouer le sujet sur la flotte fantôme. Du côté de la régie, on est très loin quand même de Jack Sparrow et on va rentrer dans le vif du sujet avec ces images tout de suite. La guerre en Ukraine et les conflits au Moyen-Orient ont entraîné une multiplication des sanctions occidentales ces dernières années, visant notamment les exportations de pétrole. Parmi les pays ciblés, la Russie ou encore l'Iran, des États qui s'appuient aujourd'hui sur ce qu'on appelle une flotte fantôme. Des navires utilisés pour contourner les sanctions et exporter le pétrole de manière officieuse. Ces bateaux sont généralement détenus par des propriétaires tout aussi opaques, dissimulés derrière des sociétés écrans. Ils changent de pavillon souvent pour des pays incapables ou peu disposés à appliquer les sanctions occidentales. Les opérateurs, par ailleurs, falsifient les informations d'immatriculation. Concernant la localisation, les navires envoient de faux signaux ou désactivent complètement les systèmes de suivi. Tout cela pour éviter d'être repérés. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine, la flotte fantôme russe s'est rapidement développée. Elle a doublé depuis 2022 et est estimée aujourd'hui à quelques 600 navires. Grâce à cette flotte, Moscou a largement réussi à maintenir ses exportations de pétrole. Du pétrole russe, principalement acquis par l'Inde et la Chine, qui l'achètent souvent bien en dessous du prix du marché. Voilà, et c'est là que votre expertise nous intéresse particulièrement, Paul Touré. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Alors, avant de comprendre comment est-ce qu'on peut éventuellement arraisonner ces bateaux ou sanctionner ces bateaux et sur quelle base juridique, et Elena, vous qui travaillez là-dessus, vous nous le direz dans un instant, c'est quoi exactement une flotte fantôme ? Une flotte fantôme, c'est une flotte qui glisse sous les radars de la surveillance internationale. Mais il y a un problème de fond dès le départ, c'est qu'on est sur des sanctions occidentales qui essayent de mener une guérilla juridique, d'abord américaine contre l'Iran et plutôt occidentale, puisque c'est les Britanniques, les Européens et les Américains, contre les intérêts russes. Et c'est là où c'est un peu particulier comme question. On n'est pas dans une sanction onusienne qui amènerait un contrôle systématique et finalement un processus assez ferme. Là, on est dans une guérilla, donc il y a des mesures et les Russes essayent de les contourner. Donc on a bien une flotte fantôme, elle a changé depuis 4 ans, elle évolue en permanence, elle est d'ailleurs en train d'évoluer parce que les derniers arraisonnements français et britanniques provoquent une réaction et les Russes cherchent des solutions. Donc c'est un élément un peu particulier de cette guerre, c'est une forme de guerre asymétrique mais économique et non pas militaire. Très concrètement, Paul Touré, est-ce que vous pouvez nous décrire à nous, néophytes du droit maritime et de la circulation en mer, à quoi ça ressemble un bateau fantôme? C'est un vieux bateau, c'est un gros bateau, c'est forcément un pétrolier? Alors, il y avait les deux, c'est-à-dire qu'au départ, les Russes essayaient de se dissimuler, ils prenaient plutôt des vieux pétroliers russes, des pétroliers des fois qui avaient une quarantaine d'années, qui étaient chargés de produits, notamment de brut, mais ça peut être aussi des produits raffinés, et qui allaient au large du Danemark, en Grèce ou éventuellement en Espagne du Sud, pas loin du Maroc, pour faire du transbordement de bateau à bateau, pour aller sur des bateaux qui, eux, qu'on appelait des fois la flotte grise, parce qu'elle était semi-officielle, et des fois d'ailleurs, elle était contrôlée par des intérêts grecs. Et puis finalement, les Russes maîtrisent à peu près l'ensemble du système aujourd'hui. Il y a ces grands pétroliers, et c'est pour ça que dans l'actualité des arraisonnements, comme on le voit à l'image, c'est des grands pétroliers. Et aujourd'hui, c'est une flotte qui est fantôme parce qu'elle se dissimule, mais finalement, elle existe aussi. Et d'ailleurs, les intérêts ukrainiens qui se penchent là-dessus les identifient rapidement. Il y a des listes noires, on les connaît. Voilà. La seule chose, comme ça a été répété dans le reportage d'avant, c'est que voilà, on joue un peu sur, on se cache, on change de pavillon, on change de registre, on n'est pas sous le bon registre. Il y a des fois, on n'est même pas sur le bon numéro d'immatriculation parce qu'on prend des bateaux qui sont déconstruits depuis plusieurs années. Et c'est pour ça que c'est plutôt une guérilla qu'une guerre. Et vous voyez, quand les Britanniques ou les Français vont à bord, ça ressemble à de la guerre, mais en fait, c'est d'abord une guérilla juridique qu'on mène à la Russie. Voilà, vous allez nous expliquer ça, Elena. Vous restez avec nous, Paul Touré, bien sûr. Elena, quand on parle de bateaux fantômes, ils n'ont de fantômes que le nom. Ce sont des énormes pétroliers qui font 300, 400 mètres de long. Ce sont des très gros bateaux. Comment
parviennent-ils à se faufiler entre les mailles du filet, sans mauvais jeu de mots? En fait, ce sont vraiment des bateaux qui sont visibles, qui sont visibles en tout cas à l'œil nu, mais qui souvent coupent leur transpondeur. Donc déjà, on peut ne pas les C'est-à-dire voir. leur signal, donc déjà, on peut les perdre sur les radars. Ensuite, ce sont des bateaux... Alors qu'ils sont obligés de se signaler normalement. Exactement. Alors, ce sont aussi des bateaux qui changent de pavillon. Donc, on le mentionnait à l'instant, c'est-à-dire qu'ils achètent des pavillons de pays parfois qui n'ont même pas de côte, en fait. Donc, vraiment, ce sont des pavillons complètement factices. C'est-à-dire qu'en fait, ils se font passer pour un navire qui appartient à un autre pays. Souvent, même les équipages de ces bateaux sont d'ailleurs étrangers. Donc, les armateurs sont étrangers, les pavillons sont d'un pays tiers, et donc, ils essaient de masquer là le fait que c'est appartenance à un pays russe. Seulement, c'est exactement le défaut de pavillon qui peut, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, permettre un droit de visite en fait aux armées qui veulent garder leur côte et qui décident d'aller justement arraisonner un bateau. La France a déjà fait 5 arraisonnements. Pour vérifier le dernier en date a été le Deliver. L'identité du bateau correspond à ce qui est exactement, présenté. parce que le fait que donc en juin 2022, il y a eu des sanctions qui ont été adoptées par l'Union européenne contre les exportations de pétrole et de produits pétroliers russes, c'est-à-dire que les pays de l'UE n'ont pas le droit d'en importer et les pays tiers n'ont pas le droit d'en acheter au-delà des prix plafonnés. Mais ça ne suffit pas à ce que l'on puisse aller arraisonner un bateau, parce qu'un bateau pétrolier a le droit de transiter dans les eaux maritimes internationales. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est ce qui vient d'être mentionné, à savoir contrevenir à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Et donc ça permet un droit de visite aux marines françaises, britanniques, enfin ceux qui ont décidé d'aller faire la guerre en fait contre cette flotte fantôme, parce que selon l'armée française, en l'occurrence, et l'état-major des armées, elle finance 50 à 60% de l'effort de guerre russe. Pour que tout le monde comprenne bien, Gauthier Rybinski, comme le rappelait Elena à l'instant, donc décembre 2022, en réponse à l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, les Européens ont instauré donc cette interdiction d'importation de pétrole. Pardon ? Juin 2022. En juin 2022, pardon. D'importation de pétrole russe par la mer. Il y a eu aussi les sanctions qui plafonnent le prix de vente des hydrocarbures russes. Ça a été pris par le G7. Mais aujourd'hui, la Russie a le droit, ce n'est pas illégal de sa part, de vendre et d'exporter son pétrole. Ce qu'il est, c'est de le faire de façon dissimulée ou à des prix supérieurs à ceux fixés par le G7, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire qu'en dissimulant, on peut en mettre plus et donc finalement contrevenir à ces sanctions. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est que vous savez, souvent les différents trains de sanctions, on se dit est-ce que c'est vraiment utile ? Est-ce que c'est pas surtout de la gesticulation, notamment européenne, pour se sentir finalement, pour se donner bonne conscience ? Non, là quand même, sur l'effort de guerre russe, ça, et vous avez donné le chiffre, ça a un impact qui est non négligeable. Et donc de ce fait-là, ça donne aussi, comme le disait M. Touré, c'est l'idée que finalement il y a une forme de guérilla, mais c'est aussi une manière d'avoir, comment dirais-je, pour des marines, par exemple occidentales, européennes, d'avoir l'impression qu'il y a un levier sur les activités russes, parce que sinon les activités russes, elles sont loin, elles sont lointaines. On les a pas forcément sous les yeux, ou alors on les découvre dans la capacité russe d'ingérence dans des processus électoraux, par exemple. Et donc là, il y a quelque chose qui relève, on se dit, tiens, il y a une utilité, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un levier, même si ce n'est qu'un pétrolier de temps en temps, mais qui est possiblement quelque chose d'utile en retirant un certain nombre de quantités d'hydrocarbures de la circulation et donc du profit qu'en fait l'État russe. Il y a aussi d'autres moyens. Vous savez que par exemple une partie des hydrocarbures russes passe par l'Azerbaïdjan, lequel Azerbaïdjan les fait passer pour ses propres productions, et en réalité c'est une production russe. Donc il y a au fond à côté de ces flottes fantômes des procédés, on pourrait appeler ça des procédés fantômes, qui servent aussi à la Russie. Jusque quand, ça c'est la question. Est-ce que la Russie a les capacités d'aller plus loin, compte tenu du fait qu'il y a quand même une efficacité de ces sanctions ? Ça c'est quelque chose de difficile à apprécier aujourd'hui. Mais ce que je comprends, Paul Touré, et ce que je lisais en préparant cette émission, c'est que, en tout cas, est-ce le signe que ça fonctionne ? Je ne sais pas, mais visiblement, le nombre de bateaux fantômes va augmentant. Je lisais un rapport qui disait qu'aujourd'hui, un pétrolier sur 5 en mer faisait partie de la flotte fantôme. Pas seulement russe, mais que c'était des bateaux qui contournaient le droit maritime. Est-ce que vous confirmez cette échelle ? 20% à peu près, c'est énorme.
On parle de 50 000 navires, on parle de 1000 navires fantômes russes, donc il faut relativiser les chiffres. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'elle s'est organisée, c'est-à-dire qu'on est passé d'un bricolage de 2022 à quelque chose de plus structurel, mais il y a aussi les moyens pour les Européens de lutter. Il ne faut pas oublier que le bricolage s'est fait parce qu'il y a eu un laisser-faire. On avait des bateaux qui étaient au large du Danemark ou de la Grèce qui n'étaient pas contrôlés par les autorités maritimes, on aurait pu voir les défauts d'assurance, on aurait pu s'occuper de choses. C'est pour ça qu'on parle toujours de guérilla et non pas de guerre, parce qu'en fait, les Européens mènent des sanctions sans être belligérants. La belligérance, ça demande beaucoup d'efforts. Et vous savez, l'histoire des documents à bord des navires, on les a découverts parce que Emmanuel Macron a demandé une intervention pour le bateau qui était au large du Danemark pendant une conférence, et la fameuse histoire du drone. On s'est un peu aperçu par hasard que les bateaux étaient mal immatriculés ou frauduleusement immatriculés. Donc ça demande de la ténacité. Il y a beaucoup de paquets de sanctions. La lutte contre la Russie demande quelque chose. En tout cas, la lutte contre les flottes fantômes demande plus de choses. Mais il ne faut pas oublier, par exemple, les Grecs ont joué un peu le jeu à un moment. Il y a une forme pour les Danois de ne pas trop s'en mêler parce que c'était peut-être un peu compliqué. Voilà, c'est pour ça que c'est plutôt une guérilla qu'une guerre. Et franchir des pas demanderait un niveau de belligérance que l'Europe se refuse encore. Pour que j'ai à nouveau cœur, Elena, que tout le monde comprenne bien, on va découvrir une carte qui a la qualité et les défauts d'être assez succincte. Pour qu'on comprenne bien, les pétroliers russes, oui, il faut plisser les yeux. Les pétroliers russes finissent bien par quitter au bout d'un moment les ports russes pour arriver jusqu'au pays où la Russie, pour le coup, a le droit de vendre son pétrole, c'est-à-dire l'Inde, la Chine, qui sont aujourd'hui les marchés vers lesquels la Russie s'est tournée, ne pouvant plus vendre son pétrole vers l'Europe. Il y a bien un moment où ces bateaux se retrouvent à proximité des côtes françaises, britanniques, belges, espagnoles, etc., belges. Voilà. Comment imaginer qu'ils parviennent à traverser ces... Mais tout simplement parce que c'est pas illégal. Ils ont le droit de transiter dans je parle sous le contrôle de M. Touré, pour le coup, dans la zone économique exclusive des pays qui se situe à 200 km au large des côtes. Et à partir de ce moment-là, ce qui est surveillé particulièrement, en tout cas du côté de la marine française, c'est encore une fois le défaut de pavillon. Donc on va se dire que tel bateau, il est suspect, on va le surveiller, on va éventuellement communiquer avec, et puis à un moment donné, on va préparer une opération pour éventuellement aller la raisonner. Et ensuite, il y a un procès et de très grosses amendes aujourd'hui qui sont adoptées justement pour mettre la pression sur les armateurs. La France dit qu'aujourd'hui, la Russie dépavillonne de plus en plus, repavillonne plutôt de plus en plus avec son propre drapeau, ce qui l'oblige à augmenter les coûts et donc ce qui mettrait la pression sur la flotte fantôme. La difficulté de ces arraisonnements aujourd'hui, c'est que d'abord, il y a des agents de sécurité, souvent de compagnies militaires privées sur ces bateaux, dont une qui s'appelle Moran Security Group, qui est spécialisée entre autres dans le transport maritime. C'est une société russe. D'autre part, comme M. Touré le disait, les pratiques évoluent aussi et donc la Russie s'adapte. Et donc aujourd'hui, ces bateaux sont souvent escortés pas carrément, par des navires militaires russes. Et donc là, ça rend les opérations plus risquées, ça ouvre un risque justement d'altercation. Et donc, parce que d'escalade militaire. Et donc, effectivement, ce ne sont pas des opérations qui sont forcément aisées à mener, mais ce sont des opérations sur lesquelles la France tient à communiquer parce que justement, elle tient aussi à relever un peu le niveau de confrontation à ce niveau-là, en montrant à la Russie que, on met la pression, on la laisse pas non plus faire ce qu'elle veut. Gauthier. D'un mot ou deux, ça rejoint ce que dit Elena et ce que disait M. Touré tout à l'heure. Il y a eu en Europe une forme de laisser-aller, de laxisme, parce qu'on se disait, donc en n'intervenant pas sur des anomalies qui étaient reconnues ou perceptibles. Je pense par exemple à la Suède qui est entrée dans l'OTAN. La Suède, ça fait des années, presque des décennies, qui a non seulement des bateaux, mais justement, ça, à l'époque c'était permis, mais des sous-marins russes. Et l'idée, c'était surtout ne pas faire de vagues. C'est à ce prix-là qu'on préservera la paix. Or, ce qu'on a eu tant de mal à découvrir depuis que Poutine est au pouvoir, c'est que ça n'est pas le bon modèle, ça n'est pas la bonne voie pour préserver la paix, qu'il y a justement une forme de puissance, de sérénité et de ténacité à démontrer pour que ce genre de choses ne puisse pas se produire. Mais on est
formidablement en retard par rapport à ça. Encore une fois, parce que vous avez ce qu'on appelle les pragmatiques et qui ont dit mais avec Poutine, on s'entendra sur le commerce, etc. Or, on a bien vu, non seulement en 2014, mais aussi en 2022, Poutine a renversé la table et a dit voilà, moi j'ai mon objectif qui est autre chose que de faire du commerce, ou en tout cas pas forcément que ça. Et ça, on découvre et on a perdu aussi des pratiques dans le domaine de la, j'allais dire, de la coercition de ce genre de pratiques, justement. Si on se questionne, Paul Touré, sur l'efficacité de cette stratégie russe, on va peut-être revoir la carte. Quand un pétrolier fantôme russe quitte l'un des ports de la mer Baltique, parvient à contourner donc la France, l'Espagne, l'Afrique pour arriver jusqu'à l'Inde, par exemple, à chaque aller-retour réussi, j'imagine que ce sont des dizaines de millions de barils qui sont vendus et autant d'euros ou de dollars ou de roubles qui sont récupérés par l'effort de guerre russe? De toute façon, le pétrole, mais on a aussi parlé des produits raffinés, il y a le charbon, il y a le GNL, le gaz liquéfié. Tout ça enrichit évidemment la caisse de guerre russe. Les sanctions sont là pour la contraindre et les Russes ont mis en place. Aujourd'hui, le canal de Suez est une voie russe d'exportation. Alors, c'est pour ça que la guérilla doit être ailleurs. Les Américains ont un peu tapé sur les doigts des Indiens et des grandes compagnies de raffinage publiques indiennes. Du point de vue des Chinois, c'était plutôt des entreprises d'ailleurs locales et non pas les grands conglomérats parce que là, il y avait des risques à prendre. La guerre doit se mener partout, y compris sur les acheteurs. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, vous savez, on a un produit pétrolier russe qui est relativement bas, un transport maritime qui se fait avec des moyens qui doivent être économiques et c'est pour ça aussi qu'on a des acheteurs indiens ou chinois. Mais vous savez, les produits raffinés se retrouvent aussi en Turquie, elles peuvent se retrouver en Algérie, elles peuvent se retrouver au Brésil. Donc ça veut dire qu'il y a toute une économie mondiale aussi qui profite de ces produits bradés russes. Et dans le contexte pétrolier du Golfe Persique aujourd'hui, il faut quand même le dire, les exportations russes qui enrichissent l'effort de guerre participent aussi quelque part à la résistance du système mondial autour du pétrole. Et d'ailleurs, on a bien vu opportunément, au pic de la guerre Iran-États-Unis, Donald Trump alléger les sanctions à l'égard du pétrole russe. Il est intéressant l'exemple de l'Inde. Je ne sais pas si là-dessus, Elena, vous voulez réagir, mais je lisais en préparant cette émission que l'Inde, qui continue donc légalement d'acheter du pétrole russe dans les conditions de transport que l'on vient d'évoquer en partie, serait comme une forme de blanchisseuse de ce pétrole russe interdit en Europe en vendant à son tour des produits raffinés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'Inde justement est obligée, elle fait partie de ces pays qui sont obligés d'acheter à des prix plafonnés. Alors je me rappelle plus, c'était autour de $60. Voilà, autour de $60 le baril de pétrole, ce qui est quand même très peu vu les coûts actuels. Et donc à un moment donné, effectivement, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, Donald Trump dit voilà, les navires qui sont déjà en mer, c'est-à-dire qui sont déjà en train de transiter, ils peuvent livrer à l'Inde sans que moi je n'impose de sanctions, comme on dit, secondaires à l'Inde par rapport au fait que elle achète en fait au prix qu'elle veut. Alors après, c'est très difficile aussi ça à surveiller parce qu'en réalité, quels sont les accords, quelles sont les sociétés écrans via lesquelles transitent les fonds. Ça aussi, c'est quelque chose qui fait l'objet de sanctions. Toutes les compagnies d'assurance qui assurent ces bateaux, les banques en fait qui procèdent à ces transactions financières. Tout ça, ça fait l'objet d'énormes enquêtes, d'énormes efforts en fait pour ensuite appliquer ces sanctions et pour effectivement avoir ces mesures de coercition par rapport au fait que c'est interdit, mais qu'il y a énormément de schémas opaques qui se mettent en place pour via Dubaï, plein d'autres endroits sur la planète qui permettent en fait de procéder à ces transactions et à ces... Donc en réalité, de savoir aussi à quel prix réellement les pays dits amis de la Russie, qui ont plus ou moins la culture de l'opacité, achètent ce pétrole, ça aussi, c'est pas quelque chose qui est facile à savoir. Et donc, à un moment donné, Donald Trump dit, maintenant, ouverture du détroit d'Ormuz, on rétablit les sanctions. Peut-être qu'il va encore changer d'avis, vu que ça vient de refermer. À suivre. Enfin, c'est contredit visiblement sur les détroits d'Ormuz, mais c'est un autre sujet et on a déjà largement parlé. Sur la question des assurances, Paul Touré, c'est une question intéressante. Est-ce que la flotte fantôme est assurée et si oui, par qui ? C'est une obligation. Alors, le principe des sanctions, c'était justement de retirer l'assurance occidentale. C'est-à-dire de laisser les Russes un petit peu sans solution. Et dans les assurances, il y en a une qui est importante, c'est la responsabilité civile.
Or, on a toujours pensé qu'en retirant la responsabilité civile, on mettrait les Russes en difficulté. En fait, les Russes fonctionnent ou sans assurance ou avec des systèmes d'assurance partielle et posant la question de la sécurité maritime. Or, de fait, il n'y a pas eu d'accident depuis 4 ans. Il y a eu quelques problèmes des fois dans les transbordements quand les bateaux se collent. En plus, au fil des années, les bateaux les plus anciens et en difficulté existent. Mais vous voyez, comme on voit sur ces images, c'est des grands pétroliers modernes. La sécurité maritime existe aussi pour ces navires. Donc, on n'a pas eu encore ce défaut, cette catastrophe maritime qui aurait été le symbole de la Russie et surtout de cette Russie maritime nouvelle et surtout des problèmes d'assurance. Mais c'est une des limites et c'est là où on pourrait mettre à défaut aussi la flotte russe, c'est d'être mal assurée, en tout cas, surtout sur cette question de responsabilité civile qui couvre les pollutions si elles ont lieu. Pour l'instant, pas d'accident. Gauthier Rybinski, il y a quand même un risque écologique sur certains de ces bateaux qui sont, on l'a dit, assez vieillissants. Il y avait une alerte fin 2024 dans le détroit de Kertch, des 5000 tonnes de pétrole qui s'étaient échappées de 2 pétroliers. Moins on peut surveiller ces bateaux, moins on peut les tracer, moins on en prend soin, plus le risque est grand. Oui, d'autant qu'on peut raisonnablement penser que pour une flotte, donc, à plus ou moins grande échelle, qui est dirigée par Moscou, la conscience écologique, si vous voyez ce que je veux dire, n'est pas omniprésente. Et que donc, à partir de là... Omniprésente étant un euphémisme. Bien sûr, exactement. Et à partir de là, tout ce qui est de l'ordre du dégazage, etc., je ne parle même pas de catastrophe, je parle du tout venant, du quotidien presque d'un bateau de ce type-là, d'un navire de ce type-là. Il n'y a pas cette conscience-là. Donc, si vous voulez, même on peut imaginer dans le pire des cas que cela puisse servir un certain discours moscovite s'il y avait une catastrophe, parce que vous savez toujours que dans ce discours moscovite, il s'agit de montrer que l'Occident, qui préconise des choses dites vertueuses, je reprends la terminologie du Kremlin, l'Occident préconise des choses vertueuses qu'il n'est même pas capable de tenir. Ça fait partie de cette incapacité et de cette décadence occidentale de même pas savoir tenir ce qu'il avance comme étant primordial. Je vous repose la question, Elena. Vladimir Poutine répète à l'envi que les sanctions, toutes les sanctions prises à l'égard de la Russie ne fonctionnent pas et que son effort de guerre bat à plein. La preuve, il est toujours engagé sur le front ukrainien. Est-ce qu'on sait si effectivement la Russie est parvenue, grâce à cette flotte fantôme, à écouler ce qu'elle pouvait écouler avant en pétrole et donc, ce faisant, à récupérer un argent qui aurait pu lui manquer si elle s'était arrêtée aux sanctions européennes? En termes de chiffres, c'est un peu difficile à mesurer et à quantifier, mais manifestement, oui, elle maintient son effort de guerre. Encore une fois, c'est vraiment une question de ratio, c'est-à-dire que les coûts logistiques augmentent, les coûts opérationnels augmentent, ça devient de plus en plus compliqué, mais oui, le bénéfice semble toujours là. Après, en Russie, les économistes parlent d'une croissance sans développement, c'est-à-dire que l'économie de guerre est encore sur des chiffres qui sont de l'ordre de 0,5 à 1%, voire jusqu'à 2% de croissance par an sur 2026, par exemple. Et donc, la Russie n'est pas encore entrée en récession à cause justement des sanctions, à cause de et on peut raisonnablement penser que le fait de parvenir à vendre ce pétrole y participe. Oui, bien sûr. Alors après, il y a une inflation qui est immense et c'est pas quelque chose qui est voué à tenir sur la durée, d'autant plus si, justement, et c'est tout l'enjeu aussi pour les Européens, c'est de maintenir la pression sur ce front-là. Donc voilà, il s'agit au maximum de parvenir le plus vite possible à ce que la Russie se retrouve vraiment en difficulté par rapport à ses exportations, parce que c'est vraiment une économie de rente et c'est vraiment, encore une fois, c'est 50 à 60% de l'effort de guerre russe. Donc c'est vraiment ça, le gaz et le pétrole, qui permet à la Russie de financer son effort de guerre, parce que tout le reste part en fumée. Enfin, les industries, les usines qui fonctionnent et qui quelque part... C'est la source de revenus majeure aujourd'hui c'est de l'argent qui part en fumée. Alors, oui, Gauthier? Oui, d'un mot. Les facteurs aussi, comme disait Elena, les facteurs de guerre se modifient. C'est évidemment, par exemple, le coût des carburants de véhicules militaires, mais c'est aussi le gros problème démographique auquel se heurte la Russie. C'est-à-dire que, vu le nombre de soldats russes qui meurent par mois, il y a une réelle difficulté, et même si on augmente
augmente les soldes. Donc il y a une réelle difficulté à faire face à ce renouvellement, à des gens qui n'en ont plus envie, etc., etc. Donc vous voyez que ce déficit, ce qui manque dans la perception, la perception au sens je perçois de l'argent, la perception des fonds, des revenus, eh bien c'est aussi quelque chose qui par ricochet se projette sur d'autres domaines de cette guerre, mais qui sont des domaines beaucoup plus humains aussi. Et puis plus la guerre dure, plus elle coûte cher. Alors là-dessus, Paul Touré, est-ce que les Européens, ou en tout cas les alliés de Kiev, les Occidentaux, sont forcément démunis ? Vous évoquiez tout à l'heure les difficultés juridiques sur lesquelles ils doivent miser d'une certaine façon. Alors, il y a déjà l'enjeu qui est de repérer les bateaux, on l'a évoqué avec les difficultés de radars coupés, etc. Mais une fois qu'on a repéré le bateau, comment est-ce que ça se passe concrètement, un arraisonnement ? Et la France, en la matière, a arraisonné plusieurs bateaux. En fait, on est dans de l'arraisonnement, on va dire, politique. La France en fait régulièrement tous les 2 mois. Je pense que c'est une épreuve de force qui est montrée à la Russie qu'on est capable de le faire. Aujourd'hui, peut-être que la Russie est obligée de repavillonner, d'aller sur des États amis qui voudront bien. On parle de convoyage militaire. Ça vient d'être dit. Je crois que le but cette guérilla, c'est de contrarier la Russie. On ne va pas gagner sur ce terrain-là, mais en tout cas de renchérir le coût logistique du pétrole russe, et c'est sans doute le cas, le plafonnement, toutes ces difficultés. Encore une fois, on peut le faire, on pourrait contrôler plus systématiquement. Maintenant, si les bateaux sont accompagnés de moyens militaires russes ou de gardes armés à bord, c'est un peu plus compliqué. Mais le faire régulièrement, ça peut obliger. Avec peut-être une solution, c'est que la Russie, finalement, défantômiserait sa flotte pour revenir sous pavillon russe dans un contexte un peu plus normal, ce qui demande des efforts économiques. On est dans un point de bascule, peut-être, avec une particularité qu'il faut souligner. La guerre du Golfe actuelle, enfin la guerre du Golfe Persique et du détroit d'Ormuz, est une guerre très conjoncturelle dont les acteurs veulent du court terme. Là, on est sur un conflit de long terme qui est loin d'être résolu, mais en tout cas, cette guérilla, même si elle peut paraître un peu faible du point de vue européen, des fois dans son agissement, son but, c'est quand même de contrarier sur le fond la Russie et de l'amener quelque part, peut-être à la paix, en tout cas à quelque chose qui permette d'avancer. Et c'est ce volet maritime, et on pourrait parler d'autres conflits sur l'hybridation en mer, sur des fois l'espionnage ou les menaces sur les câbles et des choses comme ça que mène la Russie. Donc c'est cette guerre asymétrique en mer que nous menons contre la Russie. Ce qu'il faut mentionner, c'est qu'il y a donc 1000 à 1200 bateaux de la flotte fantôme. Il y en a 700 à 750 qui sont sous sanctions européennes. Les arraisonnements de la France, par exemple, ça a été 5 bateaux. L'Union européenne en a arraisonné, la force IRNI de l'Union européenne en a arraisonné 3. Les Britanniques ont dit qu'ils veulent en arraisonner jusqu'à plus de 500, mais c'est, encore une fois, dans les faits, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Donc, c'est vrai que ce qui est effectif en termes de frapper les capacités de la flotte fantôme, c'est peut-être pas très important. Par contre, il y a deux buts à cette opération. C'est d'abord une opération de communication, évidemment, encore une fois, pour montrer à la Russie qu'il y a une force de coercition. Mais derrière, c'est aussi de tenir des procès exemplaires. Par exemple, l'armateur du pétrolier Grinch a été condamné à 2 millions d'euros d'amende par le tribunal de Marseille. Donc, c'est aussi de leur montrer que il faut qu'ils arrêtent de pavillonner ces bateaux, aux assureurs qu'il faut qu'ils arrêtent d'assurer ces bateaux. Donc, en fait, il y a une qui était un armateur aussi, de quel alors, je me rappelle plus les Comores, ou enfin voilà, je me rappelle plus du pays, mais en tout cas, c'est de montrer, c'est qu'il y a une exemplarité en fait, et voilà, de dire que c'est de mettre la pression en fait. Parce que très concrètement, il y a ces images bien sûr impressionnantes qui font partie aussi de la communication en temps de guerre hybride. Le bateau est arraisonné, donc immobilisé, et après qu'est-ce qui se passe ? Après, il est convoyé dans un port, dans la rade, au sud ou en Bretagne, au sud de la France ou en Bretagne, et donc à partir de là, le tribunal se saisit de cette affaire. Et la cargaison la cargaison est immobilisée, mais en fait, souvent, avant même la fin du procès, le bateau doit être relâché, et donc il repart, en fait, mais l'amende est adoptée a posteriori. Mais éventuellement, le pétrole finit par arriver à destination ? Je ne sais pas. Vous savez pas. Dans les mesures où il est relâché, le bateau, comme oui, il n'y a pas de raison. Ou alors s'il y a un problème d'équipage, c'est-à-dire qu'on met des gens qui ne sont pas compétents. Mais là, tel que sont décrits les équipages et leurs moyens, en plus si vous avez des organismes de sécurité, il n'y a pas de raison. Oui, peut-être même en faisant un tour supplémentaire, mais ils arrivent. Et on comprend, c'est ce que disait Paul Touré, ce que vous disiez, Elena, tout à l'heure, le risque aussi, et qui peut être expliqué
justifier le fait qu'il n'y ait pas une armada européenne et occidentale contre cette flotte fantôme, c'est que, et surtout ceux qui sont escortés éventuellement militairement par les Russes, Gauthier, c'est qu'on se retrouve dans une situation de bataille navale au bout d'un moment. Oui, et puis exactement pour reprendre le distinguo que faisait M. Touré, c'est entre guérilla et guerre. Et effectivement, vous savez en plus que les Russes sont extrêmement sensibles sur cette notion de co-belligérance. Et autant, pour l'instant, il n'y a pas véritablement de mesures de rétorsion à ce genre. Si, Vladimir Poutine a dit qu'il s'agissait de piraterie. Mais autant, si vous voulez, ce genre d'intervention n'est pas censé déclencher le tonnerre ou la foudre, autant effectivement quelque chose qui relèverait non seulement systématique, mais d'une violence au moment du processus, d'un raisonnement. Alors là, il y aurait ce fameux risque de co-belligérance, qui de toute manière, si vous voulez, on n'évitera pas cette qualification par Moscou, mais d'une certaine façon, le fait de procéder comme il est procédé jusqu'à présent, ça n'est pas leur retirer la justification, c'est simplement dire, vous voyez, nous pourrions faire pire, nous pourrions faire plus, mais c'est volontairement que dans un même mouvement, on décrit à la fois la capacité de riposte ou de réponse, en même temps en étant conscient qu'on ne va pas trop loin. Donc le Grinch, le capitaine, était indien et la société propriétaire aux îles Marshall. Merci beaucoup pour la précision. Paul Touré, vous évoquiez tout à l'heure, alors on parle de pétrole, on parle de gaz naturel liquéfié notamment, que la Russie parvient, donc on le comprend bon an mal an, à continuer à vendre notamment à l'Inde et à la Chine. D'autres pays avant elle ou en même temps utilisent ces bateaux fantômes. Je pense aussi au pétrole iranien bien sûr, au pétrole vénézuélien. Vous disiez tout à l'heure que cette flotte fantôme peut aussi être utilisée par Moscou pour mener un autre type de guerre hybride, et peut-être est-ce que ces bateaux sont parfois des bases, des bateaux qui permettent de la surveillance? Est-ce qu'ils ont d'autres usages? On a parlé effectivement de porte-drones, on a parlé de navires espions, on a parlé aussi d'attaques ukrainiennes sur des navires, on ne savait plus s'ils étaient civils et militaires. C'est vrai qu'il y a une forme de guerre navale de la Russie, que la Russie nous mène et que nous menons à la Russie. Si vous savez, il y a quelques jours, il y a un navire de plaisance qui a été attaqué apparemment par un moyen russe parce qu'il s'approchait trop. Donc on est dans quelque chose, effectivement, mais ça fait partie peut-être un peu, encore une fois, pour faire des comparaisons avec la guerre en Iran, de la guerre verbale, de la guerre médiatique. Et c'est important pour le Français et les Anglais de mettre un peu la pression. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accepter qu'on ait des porte-drones et qui est une menace que peut mettre aussi la Russie en œuvre par rapport à nos moyens, survoler les moyens nucléaires de Brest ou à Cherbourg ou du côté anglais peut être aussi une question. Donc ça fait partie des choses, il faut l'accepter et je pense que les états-majors et les gouvernements en ont pris conscience. C'est pour ça qu'il y a un curseur sans doute à mettre avec la Russie qui vient d'être évoqué, une pression légitime. On est finalement co-belligérant de l'Ukraine, juste à savoir pourquoi on le fait et ce qu'admet et ce que n'admettrait pas la Russie, à contrario, ce que nous admettrons aussi. Oui, je comprends que parmi les stratégies, Elena, il y a une façon de brouiller les pistes entre des bâtiments qui seraient civils ou militaires aussi. Ça fait partie du... Oui, de toute façon, la Russie présente ses opérations comme de la piraterie. Alors, Sergueï Lavrov, par exemple... Les arraisonnements, oui, bien sûr. Voire du terrorisme, donc voire un acte de guerre. Ça, en tout cas, dans le discours de propagande russe, c'est présent. Ils disent aussi ouvertement que sanctions ou pas sanctions... En fait, la Russie dit que les sanctions sont illégales. Donc, illégal au regard de quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, ils disent que ce sont des sanctions criminelles, illégales, etc. Et que donc, à partir de là, la Russie n'a absolument pas tenu de les respecter. Et elle salue l'effort, alors je ne sais plus la formulation du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, mais c'est un peu les chiens à bois, la caravane passe. Donc, ils assument ouvertement le fait d'aller vendre leur pétrole au prix qu'ils veulent à leurs pays amis. Ils encouragent ces 10 pays amis à ne pas se brider et à ne pas redouter les sanctions américaines ou européennes pour aller acheter le pétrole au prix qu'ils veulent. Donc après, tout est une question. Justement, là aussi, on est dans la diplomatie, dans le soft power, on va dire. Tout est question pour ces pays de savoir est-ce qu'ils ont plus intérêt à aller acheter du pétrole russe parce que voilà, au prix, parce que les accords commerciaux, les interactions, etc. avec la Russie et à subir les sanctions américaines éventuellement, ou est-ce que, à contrario, en fait, ils ont plus intérêt à rentrer dans le cadre du droit international et à ne pas faire affaire avec la Russie. Et pourquoi la France, Gauthier,
s'affiche, en tout cas dans le discours, comme spécifiquement engagé sur cette question de la flotte fantôme russe? Alors ça, vous le saurez si vous participez à l'émission qui suit celle-ci. Non, si vous voulez, là où il y a une cohérence quand même française, c'est dans la perspective plus ou moins réalisable à courte échéance d'une défense européenne, c'est-à-dire d'une capacité à répondre soi-même à des menaces telles que celles-là, qui sont évidemment, c'est pas la guerre, mais ça pourrait l'être. Donc des zones comme ça de jugement qui sont un petit peu difficiles, qui sont des zones grises, c'est une façon de dire nous sommes capables de le faire, nous sommes capables de répondre, et surtout, il n'y a plus cette forme d'isolement que certains pays en Europe pouvaient ressentir quand ils étaient en butte avec des procédés de la sorte utilisés par la Russie. Donc il y a là quelque chose de comment dirais-je, qui s'affirme comme étant fondateur d'un futur. Là encore, tout le problème est de savoir jusque quand et en combien de temps une force européenne, quelle qu'elle soit, décrivons-la de manière générale et un peu vague, pendant combien de temps ou au bout de quel laps de temps elle est capable d'avoir une efficacité dans le cas où il faudrait quelque chose qui ne soit plus exactement cette espèce de contrôle symbolique dont on parle. Donc voilà la raison du côté français. Elle est en développement, on va dire, cette raison. Elle est en développement et il s'agit de conquérir d'autres esprits. Et il en sera question en fin d'après-midi autour du président Macron qui réunit donc cette coalition des volontaires. Paul Touré, votre téléphone a sonné, la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime. Elena Voloshin, merci beaucoup. Vous continuez à travailler sur ce sujet de la flotte fantôme pour la rédaction de France 24. Gauthier Rybinski, merci encore. Je suis sûre qu'on vous retrouvera très vite sur ce plateau, Gauthier. Et nous, on se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de Parlons-en. À tout à l'heure.